Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Durant les 26 prochaines minutes, nous allons nous consacrer, nous allons nous pencher sur les relations afro-russes, des relations qui font grincer beaucoup de dents et qui font couler beaucoup d'encre, allant jusqu'à être qualifiées de liaisons dangereuses. Et pourtant, pour beaucoup d'observateurs, les relations afro-russes sont des relations, ou plus précisément de la réelle politique, basée sur un partenariat gagnant-gagnant, mais aussi une convergence et une vision du monde plus équitable, plus équilibrée, libérée de l'hégémonie occidentale, notamment américaine et européenne, et peut-être même une vision d'un Sud plus globalisé, une vision où des thèmes qui ont été d'ailleurs à l'ordre du jour de la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Fédération de Russie. Afrique-Russie, au-delà des apparences, vers un nouvel ordre mondial est le thème de notre émission. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné par deux panafricains. François Ndenwe, président de l'African Advisory Board, qui nous rejoint depuis Washington. Bonsoir François. Bonsoir aux téléspectateurs. Et je salue mon frère, Monsieur Jonathan, avec qui nous allons débattre. Et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci. Et comme vient de le dire François, on sera également accompagné de Jonathan Batangen, spécialiste en géopolitique internationale, qui nous rejoint depuis Douala, au Cameroun. Alors messieurs, sans plus attendre, on entame notre émission, mais d'abord, un point pédagogique ou un point historique s'impose à nous. Et je commence avec vous, François. François, à votre avis, ou quand on parle des relations russes, on parle souvent d'un passé ou d'un passé commun. Un éclairage sur ce passé, justement, ou sur ces liens. La Fédération de Russie, qui reprend aujourd'hui l'action de l'Union soviétique, et avant cela même, le tsar, l'Empire russe, a une relation très ancienne avec l'Afrique. C'est une relation peu connue et que les gens semblent découvrir aujourd'hui. Et vous avez eu raison de le dire au début, c'est une relation qui n'est pas semblable à celle que l'Afrique a eue avec ce qu'on appelle le monde occidental ou l'Occident, et que moi je trouve que j'appelle le Yankee. Je pourrais vous expliquer ce mot si vous le voulez plus tard. C'est une relation qui, dès le départ, est basée sur le respect et sur une volonté de créer des relations normales. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque du tsar, mais prenons l'époque de l'Union soviétique. Et vous savez que l'Union soviétique a été pendant longtemps le seul grand pays qui a agi en faveur de l'indépendance, de la lutte de l'indépendance. Et ça, les Africains ne l'oublient pas. Et c'est pour cela que les pays dits de l'Occident qui sont en train de vouloir semer la russophobie en Afrique n'y arriveront pas. Est-ce que vous avez parlé justement de l'Union soviétique qui a participé aux indépendances. Est-ce que le fait justement que la Fédération de Russie ou la Russie ou l'Union soviétique n'a jamais été un empire colonial fait partie de cette histoire commune aux deux régions? Oui, évidemment, j'allais venir en cela. Et non seulement ça. Pour ce qui concerne encore ce qu'on considère, soit qu'on déclare, qu'on appelle comme l'Afrique au sud du Sahara, je vais vous rappeler que la Russie, le peuple russe, est le seul peuple européen qui n'a ni de près ni de loin jamais participé à l'esclavage. Donc la Russie, le pédigré de la Russie, son passé plaide infiniment en sa faveur par rapport aux autres pays qui veulent donner des leçons. Et alors, revenons rapidement à la période anticoloniale. L'Union soviétique a été le seul pays, je dis bien le seul pays, qui s'est mis du côté des colonisés africains et qui les a aidés non seulement matériellement, diplomatique, mais aussi diplomatiquement et pour je vais vous arrêter. Je pense que Jonathan n'est pas vraiment d'accord avec ce point. Jonathan, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point précis? Vous avez l'air de hocher un peu la tête et de ne pas être vraiment d'accord. On ne peut pas dire seulement l'Union soviétique. La Chine aussi a soutenu les mouvements de libération africains
Donc, il y avait dans le bloc des pays communistes l'Union soviétique qui était la tête de proue, mais ils avaient aussi la Chine. Parce que les leaders de la révolution en Angola ont eu le soutien du Parti communiste chinois. Mais là, c'est sur, on parle d'une autre région. Mais vous avez parlé justement du bloc communiste. Et quand on parle des relations entre la Russie et l'Afrique, on parle souvent de cette convergence idéologique ou de cette concordance idéologique. Est-ce le cas encore aujourd'hui? Il y a eu cette convergence idéologique jusqu'en 1963, lorsque les États-Unis ont réussi à désunir les visions des Chinois jusqu'en 1973, où les Chinois et les Russes n'ont plus continué à voir dans le même sens. Mais bien avant, c'était juste pour apporter un peu d'eau au moulin du professeur Dengue. Il y a eu une convergence entre Chinois et Russes en Afrique à un certain moment. En Algérie, par exemple, il y avait beaucoup de coopération avec la Russie, mais il faut noter que les Chinois servaient toujours d'intermédiaires entre les Russes et les mouvements de libération africains. Est-ce que, François, j'aimerais aussi avoir votre avis sur ce point, sur cette convergence idéologique. Est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui ou on est passé à une autre forme de partenariat finalement? Puisque vous me redonnez la parole, je vais préciser et je redis que la Russie a été, l'Union soviétique a été le seul pays. La Chine est arrivée beaucoup plus tard et dans des conditions plus difficiles. Par exemple, quand il y avait le comité de développement de décolonisation de l'ONU, l'Union soviétique qui était le seul pays parmi les 5 membres permanents, la République populaire de Chine n'était même pas encore à l'ONU. L'Union soviétique est le seul pays qui a poussé le programme de décolonisation et il faisait face à 4 pays qui étaient contre: les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine de Taïwan. N'oubliez pas que c'est la Chine de Taïwan qui a représenté officiellement la Chine aux Nations Unies jusqu'en 1971, si je ne me trompe. Donc, il est très important de rappeler cela pour dire que le travail de l'Union soviétique a été un travail de première heure et l'Union soviétique n'a jamais déçu les Africains. La position chinoise, bien sûr que la Chine est venue, mais bien après. Et la Chine, elle doit même sa place, il faut le rappeler, et elle doit sa place aux Nations Unies à l'action des pays africains. Parce que c'est dans l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté l'entrée de la République populaire aux Nations Unies en 1971, c'est parce qu'il y a eu un grand nombre de pays africains qui sont devenus indépendants et qui ont donc apporté leur soutien. Là, dans cette histoire, c'est la Chine qui doit aux Africains, parce que c'est le soutien des Africains à l'Assemblée générale, parce qu'ils étaient devenus indépendants, et ils sont devenus indépendants en très grande partie grâce à l'action diplomatique et militaire de l'Union soviétique. Et à ce moment, donc, le grand nombre de pays africains à l'Assemblée générale a voté et a permis maintenant que le siège chinois ne soit plus occupé par Taïwan, mais soit occupé par la République populaire de Chine. Est-ce qu'on peut revenir justement à notre thème qui est aujourd'hui les relations entre la Russie, plus précisément la Russie et le continent africain? Est-ce que l'idéologie communiste aujourd'hui ou l'idéologie impérialiste, elle est aujourd'hui telle qu'elle a été connue pendant la guerre froide ou elle se présente sous d'autres formes, François? Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus d'idéologie. La Fédération de Russie est devenue un pays même, à la limite même anticommuniste, si on peut dire. Et il n'y a vraiment plus d'idéologie. Nous ne parlons plus d'idéologie. Maintenant, c'est dans le domaine du pragmatisme. Et ce qui est important, et vraiment cette émission d'aujourd'hui arrive à point nommé, et les images que vous montrez le prouvent, avec la visite réussie de son Excellence le Président Tebboune en Algérie, c'est que il y a une nouvelle ère qui a commencé. Et cette nouvelle ère, et là encore, c'est le rôle de la Russie d'être le pays qui ouvre la nouvelle ère. Et la Russie endure cela, puisqu'on lui a imposé une guerre qu'elle n'a pas voulu, la Fédération de Russie, qu'elle a voulu éviter jusqu'au bout. Mais le peuple russe montre encore son caractère
premier, son caractère solide, parce que si vous ouvrez le regard sur le monde est en train de changer et a même déjà changé, d'après ce qu'a dit le président, son excellence le président Poutine lors de son discours de clôture à Saint-Pétersbourg hier. Et là encore, on ouvre une relation qui peut être une relation d'égalité. On n'est plus dans un monde où un pays ou un groupe de pays pouvait en dicter à d'autres. Et c'est un mérite des Russes. Et bien sûr, les Chinois vont jouer leur rôle et d'autres pays aussi. On n'est pas là pour jeter des fleurs uniquement aux Russes, mais on doit reconnaître que sur la grande distance, sur la grande durée dans l'histoire, la Russie a joué un rôle important pour la libération du continent africain, comme d'ailleurs il avait fait avant pour la libération de l'Inde et même pour la libération de la Chine. Très bien, merci François. Et sans plus attendre, on entame la deuxième partie de notre émission. Ce n'est un secret pour personne et mes invités viennent de le dire. Le monde est en train de changer et l'Afrique s'inscrit dans un renouveau économique, l'agenda 2063 ou encore la zone de libre-échange. Et les exemples sont encore nombreux. Je reviens vers vous, Jonathan. À votre avis, la visite du président algérien Abdelmejid Tebboune pour 3 jours en Fédération de Russie s'inscrit-elle dans ce renouveau africain ? Oui, effectivement, la visite du président Tebboune s'inscrit dans une nouvelle vision géopolitique, non pas des puissances étrangères. Et là, je ne vais pas rentrer dans les perspectives où on peut toujours confiner l'Afrique, c'est-à-dire donner de l'image de l'Afrique, un continent qui attend que les autres aient leur lecture géopolitique et l'Afrique s'y engouffre. L'Afrique est en train de définir son agenda. Et il faut bien relever que le multilatéralisme, ça a été la marque de fabrique de l'Afrique depuis la période des indépendances. L'Algérie, par exemple, l'Algérie a multiplié les partenariats avec d'autres pays en dehors de la Fédération de Russie. L'Algérie est un exemple du multilatéralisme, de la multipolarité, de la croyance en la multipolarité. Les autres pays africains sont dans cette même perspective. Le président Tebboune, qui se déplace à Moscou, s'est déplacé aussi dans d'autres capitales où il est allé prêcher la même évangile. Cet évangile, c'est quoi? C'est demander à ces pays d'apporter ce qu'ils ont de meilleur à l'Algérie pour son développement. Et l'Algérie choisit des partenaires en fonction de ses ambitions stratégiques. C'est essentiellement ça. On n'est plus dans la lecture passée où l'Afrique subissait la géopolitique mondiale. L'Afrique définit désormais ses priorités. Les pays africains comme l'Algérie définissent les cadres de coopération. L'Algérie, par exemple, a un projet de gazoduc avec le Nigeria qui va alimenter l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est carrément l'adversaire géopolitique de la Russie. Donc, cette Algérie est finalement en train de prendre le contre-pied de tout ce qui avait été fait par le passé, et l'Algérie est en train de proposer l'un des meilleurs programmes dans la multipolarité. Et pour nous, Africains, le modèle algérien semble être un modèle prometteur, un modèle porteur, un modèle qui pourrait servir d'exemple pour les autres pays. Parce que, au-delà de ce que l'Algérie fait dans sa coopération avec les autres pays, l'Algérie travaille en interne, par exemple dans le transfert de technologie. L'Algérie est dans une coopération avec les Russes qui vise le transfert de technologie, par exemple la fabrication de sous-marins. Aujourd'hui, les sous-marins Kilo sont fabriqués dans les industries, dans les chantiers navals algériens. Vous avez d'autres domaines de coopération comme les Su-57. Les Su-57 qui sont des chasseurs de dernière génération fabriqués par les Russes, qui sont développés en Algérie. Ça veut dire qu'il y a des contrats de coopération militaire qui sont très avancés, qui vont vers le transfert de technologie. On n'est plus dans une géopolitique où les pays africains vont solliciter de l'aide. On est rentré en plein dans un siècle où les pays africains développent en interne une réflexion stratégique, développent un positionnement stratégique, et quand ils vont vers les pays étrangers, c'est ce qu'a fait le président Tebboune, ils vont avec un agenda précis. C'est l'agenda du président Tebboune qui est très intéressant ici. Il faut voir que
les Russes, dans la reconnaissance de cet agenda, ont commencé par saluer culturellement l'Algérie en érigeant une stèle à l'honneur d'un héros de l'Algérie, par exemple. C'est le Bey Hussein, je crois bien. L'émir Abdelkader. C'est pas le Bey Hussein, c'est l'émir Abdelkader. Merci. Le Bey Abdelkader. Ils lui ont érigé une stèle. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Russes considèrent désormais, souvenons-nous, par le passé, la coopération entre les Russes et les pays occidentaux. Les Russes érigeaient des stèles à l'honneur des héros occidentaux, mais jamais c'était à l'honneur des Africains. Mais là, on a le premier Africain arabe qui a une stèle en Russie. Très bien, merci. J'aurais d'autres... Oui, est-ce que vous pouvez être un peu plus bref, comme ça on continue les autres questions, s'il vous plaît, Jonathan? Non, les agendas ont changé et l'influence change. En fait, c'est l'Algérie aujourd'hui qui est reçue comme étant une véritable porteuse d'espérance pour les Russes, même si les Russes, on ne va pas minimiser leur force de frappe et leur capacité d'influence dans le monde. Le temps a changé. L'Afrique, désormais, est l'invité d'honneur partout où on se déplace. L'érection de cette stèle à l'honneur d'un héros de l'Algérie n'est qu'un des symboles. Le transfert de technologie, c'est l'ensemble des mécanismes qui aujourd'hui nous montrent qu'on est sorti du niveau où l'Afrique venait demander aux autres pays de l'aider. L'Afrique rentre dans un stade vraiment de coopération. La véritable coopération internationale est lancée et le président Tebboune est en train de faire l'expérience de cette coopération à l'international avec les Russes. Très bien, merci Jonathan. Je reviens vers vous, François. On sait, ou bien s'agissant des BRICS, un autre pays tel que l'Algérie ou éventuellement l'Égypte peuvent rejoindre l'organisation. Quel enjeu sera cette adhésion pour les pays africains et pour le continent africain en général, à votre avis? Puisque vous posez la question sur les BRICS, il faut dire que la réunion des BRICS qui aura lieu fin août en Afrique du Sud va marquer une rupture comme on n'a jamais vu depuis quasiment 200 ans dans l'histoire du monde. Pourquoi je le dis et pourquoi c'est important pour les pays africains et en particulier pour l'Algérie, comme vous venez de le dire. Les BRICS ont déjà dépassé en PIB, si on mesure ainsi en PIB, les pays du G7. Les BRICS, sous la nouvelle formule qu'on appellera sans doute BRICS+, accueilleront environ, à ce jour, quand j'ai regardé avant-hier, il y a environ 20 pays qui veulent adhérer, et pas des moindres. Il y a l'Algérie, il y a l'Arabie Saoudite, on parle même de la Turquie et de beaucoup d'autres pays. Ça veut dire que le potentiel de croissance économique se trouve plutôt du côté des BRICS. C'est-à-dire que l'écart en termes économiques entre les pays du BRICS et les pays du G7 ne pourra plus que s'accroître. Ne pourra plus que s'accroître pour deux raisons. D'abord par la taille, aussi bien le territoire que la population, et que par le potentiel de croissance. Dans les pays du G7, à part les États-Unis d'Amérique, nous ne voyons plus de pays qui aient un potentiel de croissance. Le deuxième pays qui apparaissait, c'était l'Allemagne. Mais vous voyez que l'Allemagne est en train de sombrer sur le plan économique. Et cela va durer puisque l'Allemagne a été en récession. Et à part l'Allemagne, on ne voit plus très bien les pays qui vont suivre. Et ce n'est pas pour rien qu'on a entendu, les rumeurs ont couru il y a quelques jours que son Excellence, le président François Hollande, voulait participer au BRICS. C'était une surprise. Si la France se met à vouloir entrer au BRICS, tel que nous l'avons appris, ça veut dire qu'eux-mêmes, à l'intérieur des pays du G7, ils commencent à sentir que le vent a tourné. Et le vent a tourné de façon irréversible. Il serait très intéressant que l'Algérie entre dans le BRICS, mais pour moi, le plus important, vraiment, je voudrais insister là-dessus, c'est que les Africains doivent organiser leur unité. Qu'il y ait BRICS ou pas, les Africains doivent d'abord organiser leur unité parce que la masse humaine, la masse territoriale, la masse de ressources naturelles que représente l'Afrique, multipliée par la force de travail africaine, n'oubliez pas que la population africaine sera la plus jeune et la plus nombreuse du monde d'ici 2050 et même au-delà, ça montre que l'Afrique peut devenir le continent le plus prospère sur cette terre.
Très bien, merci François. Jonathan, il nous reste très peu de temps. On sait que les abcès sécuritaires ont été à l'ordre du jour de la rencontre bilatérale entre Abdelmejid Tebboune et son homologue Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de ce thème-là, s'il vous plaît, Jonathan? Les axes sécuritaires sont le point le plus sensible et le point le plus déterminant dans l'Afrique nouvelle qui se construit. Vous savez, la domination de l'Afrique, c'était essentiellement une Afrique qui n'avait pas un cadre sécuritaire maîtrisé par les pays du continent. On avait donc un risque de déstabilisation important et on avait une absence de maîtrise de la souveraineté nationale parce que les frontières étaient poreuses, parce que les armées étaient mal formées ou parfois même inexistantes. Aujourd'hui, la coopération avec la Fédération de Russie change la donne. On voit ce que ça a construit au niveau de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays, un des rares pays en Afrique qui a la capacité de fermer son ciel à toutes les armées de l'OTAN avec des mesures de rétorsion impressionnantes. Quand vous regardez ce que l'armée algérienne est capable de déployer en mer, c'est-à-dire sa marine, aujourd'hui, même les généraux de l'OTAN reconnaissent que c'est tellement impressionnant qu'un pays comme l'Espagne serait une pacotille à côté de l'Algérie. Donc, la coopération avec la Fédération de Russie, c'est dans le sens de booster ces capacités-là. On sait que l'Algérie a longtemps considéré la Russie comme un partenaire stratégique dans le cadre de sa défense. On sait par exemple l'acquisition des systèmes de défense anti-aériens S-300, S-400, c'est cette coopération stratégique. On sait que les Su-57, c'est cette coopération stratégique. Les Mi-35, les hélicoptères de dernière génération qui arrivent prioritairement sur le marchage, aux forces de défense algériennes, c'est le fruit de cette coopération stratégique. Le président Tebboune est simplement en train de continuer une tradition qui avait commencé avec le FLN. Vous avez parlé de l'histoire. Le FLN et ça se ravitaillait auprès de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, le gouvernement algérien est resté fidèle à un allié traditionnel. C'est une très bonne nouvelle, surtout qu'à côté, on a un problème qui se situe à la frontière algéro-malienne. Le problème du terrorisme, mais on ne va pas dire, pour nous on ne les appelle pas les terroristes parce que ça ne veut rien dire, c'est simplement les mercenaires de la France qui opèrent dans cette zone-là. Et ces mercenaires, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils posent comme problème? C'est des problèmes sécuritaires. Le Mali a sollicité l'Algérie dans le cadre de la sécurisation de son nord et l'Algérie travaille de son mieux dans ce cadre-là. Ce serait intéressant d'avoir le Mali et l'Algérie avec comme puissance intermédiaire, une puissance qui permette le dialogue entre les deux pays, un pays comme la Russie. Donc c'est de très bon augure. L'Algérie a également une géopolitique, une vision sur la sous-région avec cette organisation qui regroupe, je crois, 5 pays. Il y a la Mauritanie. Le CEMOC, oui, le CEMOC qui a été dans la base se trouve en sud de l'Algérie, à Tamen Rasset. Jonathan, une dernière question, mais brièvement, parce que le temps commence à nous manquer. Comme ça, je pose la même question à François. À votre avis, quels sont les enjeux pour la Russie et pour l'Afrique dans ces partenariats qui vont vers un nouvel ordre mondial finalement? C'est à moi? C'est à vous, oui, brièvement, parce que le temps commence à nous manquer. Dans la question du nouvel ordre mondial, il y a une convergence idéologique, une convergence d'intérêts entre l'Afrique et la Russie. L'Algérie, comme le reste des pays africains et la Russie, insupporte cette domination sans partage qui s'est vue tout à fait concrétisée depuis 1990 avec la chute du mur de Berlin par l'Occident. Cette domination n'a produit que des injustices dans le monde. On a les massacres de Srebrenica qui ont été transformés par les puissances de l'OTAN comme étant un prétexte d'intervention. En fait, quand ils disent massacre, c'est leur langage. Mais c'était une opération montée par l'OTAN. On a les massacres de l'Irak orchestrés par l'OTAN et les États-Unis prioritairement. On a les massacres en Afghanistan orchestrés par les États-Unis pour favoriser... Donc c'est pour un monde beaucoup plus équilibré. Je passe à vous, François, brièvement pour la même question. Brièvement, s'il vous plaît. Quels sont les enjeux pour la Russie et l'Afrique aujourd'hui? Les enjeux se résument en une formule qui a été utilisée dans le rapport de politique étrangère signé par le président Poutine en avril, c'est nous devons aller dans un monde qui est
un monde polycentrique équitable. Et j'insiste sur les deux termes, il est polycentrique et il est équitable. Et l'Afrique dans tout cela, l'Afrique doit jouer sa carte et vraiment nous avons une fenêtre de tir, comme on peut dire. Et cette carte s'appelle la souveraineté. Et pour moi, la souveraineté d'un pays passe par ce que nous appelons le triangle de souveraineté, c'est-à-dire que les pays doivent être souverains sur le plan militaire, sur le plan de la monnaie et sur le plan du droit. Alors, comme nous n'avons pas... Il faut être très bref, François. On est arrivé à la fin des 26 minutes. Brièvement, une dernière phrase, s'il vous plaît. Oui, le triangle, sur le plan militaire, il ne suffit pas d'importer des armes. Il ne suffit pas d'acheter des armes. L'Afrique doit commencer à avoir une industrie militaire autonome. Parce que c'est parce qu'elle a été faible militairement qu'elle a été colonisée et avant cela qu'elle a subi l'esclavage. C'est très bien que les Russes, qu'on achète des armes aux Russes ou à d'autres. François, c'est la fin. Malheureusement, c'est la fin. Je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin des 26 minutes qui sont consacrées à cette émission aujourd'hui. Mais promis, on refera une autre discussion ensemble pour une autre thématique. Merci, messieurs, merci. Madame, monsieur, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.